Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Nous, c'est Congo Indépendant, représenté par Baudouin Ambawechi. Bonjour, Monsieur Baudouin Ambawechi. Bonjour, chef. Et micro du pasteur Bobo, représenté par pasteur Bobo. Bonjour, pasteur Bobo. Bonjour, chef. Et Info en ligne des Congolais de Belgique, représenté par Cheikh Fita, votre serviteur. Dans le cadre de notre émission Congo-Kinshasa vue de Bruxelles, nous recevons aujourd'hui un intellectuel congolais et il s'appelle Monsieur Grégoire Bakandeja. Monsieur Grégoire Bakandeja, bonjour. Bonjour, Monsieur Cheikh Fita. J'ai dit intellectuel, vous saurez pourquoi, parce que notre aîné et confrère Baudouin Ambawechi, avant qu'on aille dans le vif du sujet, il va d'abord nous le présenter et vous saurez de quoi nous allons parler avec lui. On reproche souvent aux Congolais de passer le temps à étaler les titres académiques. Nous nous sommes convenus avec M. Bakandeja de ne pas le faire ici. On va se limiter à donner quelques points de son CV. Mais ce qu'on pourrait dire, contrairement à Cheikh qui parle d'intellectuel, M. Bakandeja est plutôt un universitaire, dans le sens français du terme, c'est-à-dire un enseignant du niveau universitaire, notamment en France, en Côte d'Ivoire, au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa naturellement. D'ailleurs, il a été doyen honoraire de la faculté de droit de l'université de Kinshasa. M. Bakandeja est né le 2 février 1956. C'est quelqu'un qui a fait un parcours d'abord en dehors de ses études, docteur d'État en droit économique, pour ne citer que ça. Il a été conseiller au ministère, au cabinet du ministre des Travaux publics, M. Kibangula à l'époque, donc sous la Seconde République. Il a été également ministre de l'économie, du commerce et de l'industrie de 2000 à 2001 sous Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila, j'imagine. Oui. Mais avant cela, il était aussi président du conseil d'administration de la Banque centrale du Congo. Donc nous sommes en face d'un spécialiste de finances publiques et de la gouvernance. On peut dire ça. C'est exact. Oui. Dans quelques semaines, un livre va paraître. Ce livre parle du parcours de notre invité. Monsieur Bakandeja, vous allez être mis à l'honneur très bientôt. Est-ce que vous pouvez nous donner le titre de l'ouvrage et comment il se présente? Bon, le titre de l'ouvrage, c'est « Du droit à l'économie et de l'économie au droit ». Et qui ont écrit ça? Bon, ce sont des collègues universitaires, quelques experts internationaux qui ont analysé mon parcours scientifique, tout ce que j'ai fait comme publication dans les différents domaines, notamment le domaine des finances publiques, le domaine des relations économiques internationales, les questions liées à la mondialisation. Et ce sont tous ces collègues qui ont voulu m'honorer par la publication de ces mélanges qui retracent un peu tous les domaines scientifiques dans lesquels j'ai pu avoir à donner une contribution, et justement pour montrer les liens entre le droit et l'économie. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'économie et le droit forment un tout inséparable. On ne sait pas quand est-ce qu'on est dans l'un ou dans l'autre. Dans la culture juridique française des années 80, le droit et l'économie, ça faisait partie d'une même faculté, d'ailleurs avant qu'on y ait plus des spécialisations aujourd'hui. Alors l'accent ici est mis sur le fait que plus que des définitions à donner, où il y a plusieurs controverses, il y a deux évidences. D'abord, la méthode interdisciplinaire. Donc on ne va pas se limiter simplement à ce qui est droit et à ce qui est économie. Et puis un état d'esprit. L'état d'esprit, c'est l'ouverture vers la mondialisation. Et la mondialisation économique qui arrive, dans laquelle nous nous trouvons nous tous. Si on ne comprend pas où est-ce qu'on va, quelles sont ces métamorphoses, on ne peut pas construire un État. Bien, professeur Bakandeja, je vais être... Une petite question.
Oui, Baudouin. Pourquoi maintenant? Pourquoi ont-ils décidé de créer ce livre maintenant? Mais Vous prenez votre retraite? Non, je suis encore très actif, mais le travail date de 2 ans. Et vous savez, pendant 2 ans, il faut réunir toutes les communications, les disponibilités des uns et des autres. Et finalement, on a pu concevoir l'ouvrage. Et puis j'ai dû mettre aussi ma main dessus pour voir est-ce que ça rentre effectivement dans les préoccupations qui ont été les miennes, dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance, essentiellement en matière économique. Bien, professeur Bakandeja, moi je vais être quelque peu vulgaire. Quand j'étais petit, il y a eu une phrase qu'on nous balançait à nous qui allions à l'école. On disait français, tu franc to en Chiluba, qui veut dire tu parles français, est-ce que c'est de l'argent? Et avec tout ce que vous connaissez dans le contexte actuel congolais, est-ce que c'est utile? Ah, mais justement, si nous sommes dans la situation actuelle, que je considère comme étant une situation de chaos, en réalité c'est un chaos, nous sommes dans un chaos, et il faut que les gens comprennent bien les choses. Lorsque, vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas vivre en vase clos. Vous avez des règles nationales, vous avez des règles internationales. Tout ça, ça crée un climat d'incertitude dont il faut se prémunir par la connaissance. Si on n'a pas la connaissance pour connaître quels sont les enjeux, on ne pourra pas construire un État. Et c'est dans ce contexte-là que dans beaucoup de pays, on n'accède pas au pouvoir pour le plaisir d'accéder au pouvoir. On accède au pouvoir parce qu'on a un projet. Et pour conduire ce projet, il faut utiliser ce qu'on appelle les intelligences. Ce qu'on appelle les intelligences. Il y a l'intelligence politique, c'est-à-dire avoir une vision, et avoir l'intelligence juridique, parce qu'en fait, le droit, les gens pensent que le droit, c'est la combinaison des différents textes. Le droit, c'est plus que cela. Au-delà de la norme qui est posée, au-delà de la norme, c'est un outil de gestion, un outil stratégique. Si vous concevez mal votre loi fondamentale, vous risquez de faire dépérir l'État. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs en ce qui concerne le Congo, parce que la loi fondamentale qui a été élaborée, qui constitue la constitution actuelle, contient les germes conflictuels qui risquent de faire dépérir l'État. Et je vous dirai plus loin que même dans le contexte dans lequel il a été élaboré, les gens se sont trompés les uns les autres. Ils se sont piégés à travers une loi fondamentale qui fait qu'aujourd'hui, on a des difficultés de mettre en œuvre cette constitution-là. Donc voilà l'aspect juridique. Alors l'aspect économique est important parce que l'économie porte sur quoi? L'économie porte sur ce qui est produit, ce qui est vendu, ce qui est échangé. Donc ça porte sur le marché. Ok. Prof, parce que moi aussi j'ai le réflexe d'appeler professeur, vous risquez de vous comporter en professeur, et nous on aimerait vraiment descendre, vraiment, je ne dirais pas terre à terre, mais parce que, bon, on comprenait que... Je vous donnerai des exemples très simples. Oui, je vais plutôt demander à Pasteur Bobo de rebondir par rapport à tout ce que vous avez dit, dans le contexte actuel de notre pays. Oui, vous parlez de l'intelligence politique et puis juridique. Oui. Plus de 50 ans après l'indépendance de notre pays, qu'est-ce qui bloque? C'est ça bloque au niveau de l'intelligence politique ou juridique. Le Congo a connu beaucoup de juristes, beaucoup d'économistes, beaucoup d'intellectuels. Rien ne marche. Bon, il faut réformer le système académique congolais. Je vais être très fort. Est-ce que tous les enseignants d'université sont intelligents? Qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence? C'est la capacité d'anticiper sur ce qui arrive et d'apporter des solutions. C'est ça. Un intellectuel, c'est celui qui se cache derrière une règle qui est générale, qui permet de construire une société sur des bases solides. Lorsque je prends la constitution de la RDC actuellement, je suis parmi les rédacteurs de cette constitution qui a été élaborée pendant la transition. J'avais fait des observations lorsqu'on discutait de ces aspects-là, notamment les aspects financiers. J'avais dit, vous voulez constitutionnaliser une clé de répartition des ressources publiques entre l'État et les provinces.
ça ne va pas marcher. On m'a traité de tout le fou, ça va marcher, etc. Parce que les gens voulaient se constituer des petits royaumes pour commencer à capter les ressources de l'État à chaque niveau du pouvoir. Et l'intérêt national, où est-ce qu'on en... Il n'y avait pas d'intérêt national. La preuve, c'est que la clé de répartition de 40% était le seul pays qui a décidé de mettre ça dans la Constitution, que ça n'allait pas marcher. Je suis même allé au niveau des chambres législatives, parce que souvent j'ai été appelé pour aller renforcer un peu les capacités des parlementaires, pour leur dire ça ne peut pas marcher pour telle ou telle raison, parce qu'en réalité, ce que l'on craint, souvent en parlant de on va balkaniser le pays, c'est la peur, pour rien, mais en divisant le pays en des milliers d'unités politiques. Non seulement ça alourdit le budget de l'État, vous ne serez pas capable de les payer, mais ça aura des répercussions sur l'ensemble de la population. L'exemple a été donné, c'est que ça n'a pas marché et ça ne marchera pas lorsque on ne donnera pas le temps aux gens de penser au lieu d'agir. Professeur, vous êtes un juriste. Est-ce que vous êtes... C'est un exemple. Je voulais le compléter. Où se trouve le blocage? C'est au niveau le blocage, politique oui, vous savez, la politique, c'est pas tout le monde qui doit accéder à des fonctions politiques. Pour faire de la politique, il faut être vertueux et éduqué. Si vous regardez ce qui se passe au Congo à travers ce qu'il y a comme image, mais vous pensez vous retrouver dans un parc naturel où il y a chacun de son côté, dit n'importe quoi, des injures, etc. C'est pas ça la politique. La politique, c'est de la noblesse, c'est de l'altruisme, c'est le service à rendre aux autres. Ce n'est pas des invectives, des insultes. Et puis il n'y a aucune réaction de la part des gens. On pense qu'on est dans le bon, parce qu'on doit insulter tel. Non, c'est pas ça. La politique, c'est autre chose. C'est un exemple. Oui, je vais vous donner. Vous êtes juriste de formation. Quand je vous entends parler, je me dis, vous remettez en cause la volonté populaire qui a été exprimée lors du référendum de 2005, puisque la population, les citoyens congolais ont approuvé la constitution qui érige le pays aujourd'hui en 26 provinces. Donc ce n'est plus un débat. Bon, écoutez, les constitutions, ce ne sont pas des paroles d'évangile, hein. Toutes les constitutions, vous êtes quand même dans un pays démocratique, ici en Belgique, ou bien ailleurs dans d'autres pays africains. Avec l'évolution de la société, les constitutions peuvent changer. Mais vous avez le seul pays où tout le monde est constitutionnaliste, c'est le Congo. Vous êtes maçon, vous êtes cordonnier, vous êtes médecin, vous êtes un cuisinier. Vous interprétez la constitution comme si c'était une parole d'évangile. Même dans l'évangile, je suis en face du pasteur Bobo, il y a quand même des interprétations. Tout le monde ne dit pas la même chose, ce n'est toujours pas écrit de la même manière. Donc c'est pas n'importe qui peut s'improviser pasteur. Alors c'est la même chose en politique. Ça s'apprend. Et vous savez, le Congo, c'est l'un des pays où on voit n'importe qui peut occuper n'importe quelle fonction pourvu que la personne soit là. Alors là, ce sont des dérapages. Et si nous intervenons pour le dire, c'est pour que demain, nos enfants ne nous reprochent pas nos propres bêtises. Oui, professeur, si nous avons invité, c'est effectivement parce qu'il y a eu des élections, il y a eu ce qu'on a vu, il y a eu des grandes tensions. Maintenant que ça se calme, on se permet de faire venir les gens comme vous, et que les gens peuvent maintenant écouter calmement. Et donc, Baudouin va rebondir toujours parce que il faudrait vraiment qu'on rassure ceux qui nous suivent que quelque part, on peut peut-être tous s'être trompés. Ça arrive. Baudouin? Je veux prendre un exemple concret. C'est dommage, je dois citer des noms. Comme vous le savez, demain, c'est l'élection du président de tous les membres du bureau du Sénat. Or, il y a un avocat, peut-être vous le connaissez parce que c'est un juriste, Maître Constant Moutamba, qui n'est pas imprimé rien. Il a prévu d'organiser une manifestation pour soutenir la candidature d'un des candidats à la présidence du Sénat. Je peux citer Tambwe Mwamba. Est-ce que ça pose pas un problème?
avec nos intellectuels. Est-ce que c'est le rôle d'un intellectuel, quelqu'un qui doit se battre pour faire triompher la vérité, de militer pour des causes aussi, je dirais, des intérêts particuliers? Bon, je ne vais pas parler des personnes. Je vous dis tout simplement qu'une manifestation dans le cadre d'un suffrage indirect n'a pas de raison d'être. C'est le suffrage universel qui est populaire, qui permet à un acteur politique d'être choisi sur la base de l'élection. Mais au second degré, ça participe simplement de la théâtralisation de la vie politique au Congo. Moi, je trouve qu'il n'y a pas à redire là-dessus. Les esprits avertis savent bien que dans une démocratie qui se construit, il y a toujours des troubadours. Professeur Bakandeja, en tout cas, avec vous, on scannera un peu l'actualité politique sur base des théories que vous avancez. Je pense que Pasteur Bobo a un élément là-dessus. Je veux beaucoup plus professeur défendre des intellos, mais j'aurais bien voulu que vous puissiez nous donner votre point de vue. Le mode que nous avons aujourd'hui, le mode de nos universités, c'est hérité de la colonisation. Est-ce qu'il n'est pas temps pour plus réformer? Mais vous savez, pour réformer, il y a beaucoup d'entraves. Par exemple, le système que nous avons dans le monde entier, c'est le système LMD. Alors pour le mettre en place, il faut que les gens changent de comportement. Vous avez des gens qui ont été formés dans le système ancien, qui n'ont pas eu de contact avec le monde extérieur, pour voir que presque tous les pays ont réformé leur système d'enseignement en tenant compte de l'évolution de la société. Mais au Congo, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas une vision en termes d'enseignement universitaire pour savoir qu'est-ce qu'on veut former comme homme demain. Est-ce qu'on veut former des gens capables de penser, parce que l'universitaire c'est celui qui mène des réflexions, qui apporte des solutions, ou on vient former simplement de répétiteurs en fait, qui viennent pour, sur la base de ce qu'ils ont eu comme formation, d'éviter n'importe quoi. Donc voilà, ça dépend de l'orientation et de la vision globale, de la gouvernance, au plus haut niveau, pour savoir, nous sommes en 2019, qu'est-ce que nous voulons avoir comme cadre pour 2030. C'est comme ça qu'on réfléchit dans beaucoup de pays. Professeur, je vais rebondir sur ce que vous affirmez. Ouais. Il y a eu des hommes, des Congolais, qui le 30 décembre 2018 sont allés voter. Ouais. On a eu ce qu'on a eu. Et vous considérez que ces hommes-là et l'enseignement et l'encadrement général du pays ça a été suffisant pour que le jugement qu'ils donnent et qui a les résultats qu'on a donnés, quelque part, les hommes sont responsables? Ou bien vous pensez qu'on était suffisamment aguerris, suffisamment informés pour que les résultats que l'on a, avec bientôt un Sénat 100% des gens qui viennent d'être désavoués, les hommes qui ont voté cela, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Mais vous savez, vous êtes au courant que les élections telles qu'elles ont été organisées au Congo, ça ne correspondait pas à des standards internationaux. Ça correspondait à une histoire des gourous qui se battaient. Et donc, les conditions de préparation n'étaient pas optimales. On s'est précipité sans préparation, sans concertation préalable pour savoir où est-ce qu'on allait, et ça a donné le résultat que ça a donné. Mais est-ce qu'il faut s'en offusquer? Non. L'essentiel était d'aller à ces élections générales pour qu'il y ait un changement de type de gouvernance, passer d'une gouvernance à une autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, les périodes de crise dans beaucoup de pays sont des opportunités que les gens doivent saisir. Les êtres normaux saisissent ces occasions-là pour repartir de bon pied et éviter qu'à l'avenir, on revienne aux mêmes erreurs. Il y a eu des erreurs au niveau de la loi électorale, il y a eu des erreurs au niveau des conditions d'éligibilité. On a fait du n'importe quoi, ce qui fait que
Aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui sont, certains sont, ne sont pas acceptés par les autres, mais dans le cadre de l'amélioration de relations entre les acteurs politiques, il faut penser au vivre collectif. Oui, c'est ça qui est plus important. C'est le vivre collectif. C'est ma deuxième question. Ouais. On a fait l'état des lieux, on est là. Ouais. Maintenant, ceux qui sont là, pour qu'ils ne nous amènent pas pire que ce qu'on a vécu, Ouais. qu'est-ce qu'il faut? Ah, mais il faut faire ceci. La première des choses, c'est qu'il faut créer une unité permanente de lutte contre la corruption et la prévention de la corruption. Parce qu'en fait, c'est l'argent qui est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Or, sur ce point-là, le Congo n'a pas réussi à avoir un système financier qui permet de contrôler les masses monétaires qui circulent et l'utilisation que font les citoyens de ces masses. Je vais vous expliquer. Avant la constitution de l'État indépendant du Congo, le roi Léopold II, on peut lui reprocher ce qu'on lui reproche comme sur le plan humain, ce qu'il aura fait, mais il a fait une œuvre très importante. C'est la mise en valeur de ce qu'aujourd'hui qu'on appelle la République démocratique du Congo. Il a mis en valeur le territoire. Et pour mettre en valeur le territoire, il s'est servi des sociétés à charte, qui ont prêté de l'argent, qui ont fructifié le capital, et lorsque le roi a cédé l'État indépendant du Congo à la Belgique, le pouvoir colonial, a créé un système financier qui permettait à la fois de contrôler tout ce qu'il y avait comme ressources générées par les entreprises. Et au niveau des administrations, on faisait la même chose, et vous avez pu voir à la fin du pouvoir colonial, l'état dans lequel le pays s'est trouvé, avait atteint un niveau de développement. Ok, professeur. Donc, deuxièmement, maintenant, deuxième élément important. Qu'est-ce que nous avons fait comme erreur? Lorsqu'on accède à l'indépendance, on sait dans quelles conditions, on a envoyé des mêmes troubles, etc. Mais nous avons fait des erreurs de gestion. Les erreurs de gestion ont été de faire l'économie en créant des entreprises publiques. Même pas en créant des entreprises publiques, en nationalisant les entreprises qui appartenaient à des étrangers. On a nationalisé des entreprises sans indemniser les étrangers, mais ce qu'on appelle les histoires de la zaïrianisation, etc. Et ça fait que aujourd'hui, depuis la zaïrianisation, on n'a plus maîtrisé l'économie. Tous les investisseurs sont partis, et pour que ces investisseurs reviennent, il faut un dialogue constructif avec les Congolais, parce qu'en même temps, les Congolais ont pu se constituer de richesses importantes en pillant les entreprises de l'État. Mais jusqu'aujourd'hui, vous avez déjà vu un Congolais, un ancien politique, qui a créé une petite unité de production même pour transformer la tomate? Non. Baudouin va rebondir, mais en fait, je voulais dire ceci. Ça, c'est le mal qu'il y a eu. Oui. Il y a eu un autre mal là en 2018, et nous sommes dans cette situation-là. Nous sommes en train d'y aller. Peut-être Baudouin va compléter. Oui. Je voulais surtout insister au point de vue Garnetin. Oui. On posait une question simple. Ça fait 59 ans maintenant que le Congo est indépendant, si on le veut. Depuis 1960. Oui. Jusqu'à ce jour, on fait appel à des universitaires, comme vous. En 60, Mobutu a fait appel aux commissaires généraux à l'époque. C'était des étudiants, d'autres étaient au niveau terminal. Jusqu'à ce jour, aujourd'hui, les gens qui ont entouré Joseph Kabila, Némou Muganya, professeur à l'université de Kinshasa, Jean Mbouyou, éminent avocat, Maître Nkoulou Norbert, éminent avocat. Or, ils sont présentés comme un peu ce qui empêche le pays d'aller de l'avant. Moi, la question que je vous poserai, c'est 59 ans après, où
ça cloche. C'est un peu la question que Pasteur Bobo avait Oui. posée. C'est en fait la question que tout le monde se pose. La- C'est-à-dire, nous sommes là. Est-ce que nous ferons mieux? Alors, Sur base de quoi? c'est pourquoi Parce je que vous dis ceci. l'héritage est Voilà. chaotique. Je vous ai dit ceci. J'ai suivi le président Tshisekedi qui a fait un discours sur la question de la gouvernance. C'est bien de faire des discours. L'ancien président Kabila avait fait la même chose. Mais la question principale, c'est le système financier. Qui contrôle le système financier du Congo? Oui, Ce répondez. ne sont pas des universitaires. Bon, j'ai eu cette expérience, j'ai été à la Banque centrale, je sais comment les choses se déroulent. Oui, dites-le. Bon, alors, il faut qu'on mette en place une unité permanente qui doit contrôler au plan national tout ce qu'il y a comme ressources financières dans le pays. Donc, tout au niveau des entreprises, on doit avoir un système qui permet de savoir quelles sont les opérations que réalisent les entreprises. Au niveau de l'État, parce qu'en réalité, lorsque vous voyez les gens, vous dénoncez ceux qui pillent les caisses du trésor, je vais vous dire la vérité. C'est moins les acteurs politiques que les administrations. Dans les administrations financières, vous avez la douane, vous avez les services des impôts, qui ont même été divisés, on a des GERAD, des GI, etc. Tout ça, c'est pour éparpiller les pistes pour que les gens tirent de l'argent. Alors, ce système-là n'est pas contrôlé par les universitaires. Les universitaires viennent, et puis il y a des classes qui ont été constituées par des non-universitaires, avec l'appui de certains partenaires extérieurs qui ont peut-être besoin, qui continuent le désordre au Congo, parce que c'est le seul pays où on peut blanchir les capitaux, comme vous le savez. Alors, donc, c'est ce système financier-là. Si on ne met pas l'accent sur le contrôle de l'utilisation de ressources, et moi, ma tâche, partout où j'ai été, ça a été de traquer tous ces gens-là. Et je n'ai pas que d'amis au Congo, hein. D'ailleurs, j'ai plus d'adversaires farouches sur cette question-là de la gouvernance. Parce qu'on doit quand même savoir, vous avez le train de vie quand vous êtes à l'étranger, le train de vie de tout vous vivez ici. Si on vous voit demain, vous achetez des villas avec des véhicules, etc., on va se poser des questions. Qu'est-ce que vous faites? Mais ce n'est pas le cas. Regardez à Kinshasa, par exemple. Puis c'est la ville miroir. Toutes les constructions qu'on a, les bâtiments publics, des maisons à étages, etc. Mais ça passe par le circuit financier. C'est en dehors du circuit financier avec le cash. J'ai compris. Donc, voilà, durant longtemps, nous avons cherché Donc, ce que vous cachiez. Apparemment, nous y sommes presque. Voilà, alors je vais vous dire quelque chose. Oui, en 2000, brièvement. Le président Thabo Mbeki est venu à Kinshasa. On me l'avait fait rencontrer parce qu'il avait reçu une mission de l'Union africaine pour essayer de contrôler un peu tous les circuits financiers qu'il y a en Afrique. Le Congo n'est pas le seul pays où il y a un trafic important en matière de ressources. Et il m'avait reçu en apartheid. Parce qu'on lui avait dit non, il y a quelqu'un qui peut vous aider et tout ça. Et j'ai dit au président Thabo Mbeki que vous aurez des problèmes, ce projet n'ira pas très loin. Et vous avez mal choisi de venir au Congo parce que on ne vous donnera pas toutes les informations nécessaires pour pouvoir mettre hors d'état de nuire tous ceux qui pillent les ressources de ce pays, un pays qui a beaucoup d'espoir. Tout le monde place l'espoir dans ce pays, mais la gouvernance est chaotique. C'est pas la gouvernance financière. Elle est chaotique et les gens s'accrochent à cela. Si vous ne faites pas très attention, et beaucoup ont perdu leur vie à cause de cette situation. Oui, ça va. En fait, je résume. Peut-être que j'ai mal vu. Le vrai problème chez nous, c'est cette richesse-là. Il y a une sorte de fonctionnement nébuleux. Les gens tirent de l'argent un peu partout. Ça va même dans la politique, parce que vous avez dit que tous ceux qui sont élus, il y a beaucoup d'argent qui a circulé et personne n'est en mesure de contrôler tout cela. Et peut-être Baudouin va... J'aurais bien voulu... Attends, Pasteur Bobo, allez-y un peu.
J'aurais bien voulu savoir, hein, bon, j'ai 3 questions, mais je pose une question par rapport au système financier congolais. Je voulais bien savoir où va l'argent des mines. Vous avez travaillé à la Banque mondiale, à la Banque centrale, Banque du Congo. Oui. Est-ce que vous connaissez un peu où va l'argent des coltons, des or, tout? Bon, en fait, ce que vous devez savoir, c'est que les investissements en matière des mines et des hydrocarbures, ce sont des apports financiers des investisseurs qui viennent. Les investisseurs qui viennent, ils viennent pour exploiter les ressources, et pour exploiter les ressources, ils doivent avoir un plan financier qui leur permette de collecter les fonds ailleurs pour pouvoir investir dans le pays et transférer les bénéfices résultant de l'exploitation. Tout ça, ça se discute avec les partenaires du pays et ça conduit à des contrats. Mais pendant que vous négociez, il faut négocier dans l'intérêt du pays. Alors, lorsque vous traitez avec un investisseur qui arrive, c'est le plus souvent, l'investisseur qui arrive, quand vous demandez à l'investisseur de vous donner, il a 10 milliards d'investissement, vous dites non, donnez-moi 1 milliard sur ces 10 milliards. Un investisseur ne perd jamais. Il va récupérer ça dans ce qu'il va produire. Et si vous ne mettez pas un système comptable sérieux pour capter tout ce qu'il y a comme ressources générées par l'exploitation, les ressources vont partir. En 2014, j'ai été invité à l'Assemblée nationale. Il y avait une réunion des parlementaires sur les problèmes d'exploitation, parce que le Congo n'est pas le seul pays qui a ce problème d'exploitation. Il y a l'Afrique centrale, il y avait le Gabon, le Tchad, tous ces pays-là, le Cameroun, les parlementaires qui étaient venus à Kinshasa pour cette rencontre-là. Et j'ai fait une communication. Au cours de cette communication, je leur fais remarquer qu'au Congo, nous avons eu des sociétés minières qui ont produit plus d'1 million de tonnes. Et ça rapportait, je ne vais pas citer les chiffres, hein, des milliards et des milliards. Mais sur ces milliards, le Congo n'avait pas, au cours de 4 ou 5 ans, reçu l'équivalent de 10 milliards. C'est la question, alors, c'est pas budgétisé. Bon, c'est pas budgétisé parce que les contrats qui ont été négociés ne précisent pas qu'il faut que cet argent rentre dans les caisses du Trésor. Donc il y a une action qui doit être menée entre les régies financières, la Banque centrale, par où passe tout ce qu'il y a comme ressources générées à partir de l'exportation des biens miniers à l'extérieur, et pour qu'on puisse connaître même les quantités réelles. Un deuxième exemple, nous produisons le pétrole. Et je me rappelle quand j'étais ministre de l'économie, j'avais posé une question. Nous recevions chaque trimestre 150 millions de dollars provenant de ce qu'on appelle les royalties. Un jour, j'ai fait venir les opérateurs miniers pour leur dire, mais nous recevons depuis des années, depuis 1980, c'est 150 millions de dollars que nous recevons. C'est sur quelle quantité? Alors, tout le monde m'a regardé. J'ai dit, mais messieurs, je vous pose la question, c'est sur quelle quantité qui ont été produites? On ne m'a pas répondu. Et quelques collègues qui m'ont dit, mais toi tu poses toujours des questions. J'ai dit, mais je dois savoir, c'est sûr, est-ce que c'est le même montant qu'on doit avoir depuis 1980 jusqu'en 1999, 2000? Mais, professeur, mais la question n'est pas résolue. Oui. La question n'est pas résolue. Oui, professeur. Donc il faut négocier encore avec tous ces pétroliers pour savoir quelles sont les quantités qui sont produites, et la solution devait se trouver dans ce qu'on a convenu dans les lois qui sont là, les contrats de partage de production. Hein? Vous avez un pays comme l'Angola ou comme le Congo-Brazzaville, les sociétés qui exploitent partagent avec l'État, à condition que l'État y mette de l'argent, partagent avec l'État la production. Sur la production qui est vendue, l'État a 30% ou 20%. Mais au Congo, sur les productions qui étaient vendues à l'extérieur, vous savez le taux? Sur les productions vendues à l'extérieur, oui, c'est 1,5%. Ok, alors, professeur, je crois que vous avez bien ouvert la voie. En fait, les gouvernants actuels ont le devoir
de clarifier cela. C'est-à-dire nous devons savoir combien nous devrions gagner en réalité pour le pétrole, pour le coltan, pour le cuivre, mais dans la configuration actuelle où le président ne contrôle ni l'Assemblée nationale, ni le Sénat, il est minoritaire partout. Vous pensez qu'il va réussir? Non, je dois vous dire la vérité. Parce que ce sont les mêmes gens qui étaient là, qui sont là, qui savent ce que vous savez, qui savent ce dont ils vont, ce qu'ils tirent comme dividende. Est-ce qu'il va réussir? Contrairement à ce que vous pensez. Non, je pense que je pose la question. Contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, l'institution président de la République a beaucoup de pouvoir. En fait, c'est pas l'institution qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait l'institution. Donc on peut, parce qu'en fait, c'est la clé de voûte du système, c'est le président de la République. S'il s'entoure des gens crédibles, expérimentés, compétents, il peut gagner le pari pour l'amélioration de la qualité de la gouvernance. Alors, ça passe par quoi? Ça passe par le circuit de l'information. Il faut passer par le circuit de l'information, et puis, pourquoi? Pour accroître la crédibilité budgétaire. Parce qu'en fait, et c'est ce que je dois vous dire aussi, les budgets de l'État congolais, ce n'est pas un budget de développement. Le budget de l'État congolais, c'est pour faire fonctionner les institutions. Les gens se partagent l'argent à travers le budget. Alors, dans beaucoup de pays, il y a ce qu'on appelle le budget de fonctionnement et un budget d'investissement. Mais au Congo, il n'y a pas de budget d'investissement. Mais comment voulez-vous développer un pays si vous n'avez pas un budget d'investissement? Pour savoir quels sont les programmes que nous allons entreprendre. Ce qui se fait maintenant, je vais poser par exemple la question, en moins de 6 mois, on a vu qu'il y a des fonds qui ont été décaissés et que les routes se construisent, etc. Mais c'est qu'on l'a fait en 6 mois. Si on l'avait fait pendant plusieurs années, le pays serait désengorgé. Aujourd'hui, on parle d'embouteillage, etc. Mais il faut construire pour qu'il y ait embouteillage. Pendant tout le temps que nous avons vécu au Congo, on a privilégié les routes nationales. Il y avait que 2 ou 3 routes nationales et le reste n'a pas été regardé. Si vous allez dans le Congo profond, parce que moi j'ai eu cette occasion-là de visiter plusieurs pays. Si vous allez dans le Congo profond, vous allez vous rendre compte de l'état de pauvreté. Les gens sont au stade même où Léopold II, avec ses partisans qu'il avait accompagnés dans l'aventure coloniale, n'était pas. Parce qu'il y a des gens, dans certains coins, vous avez des gens qui ne portent pas d'habits. Oui, Pasteur Bobo. Ici, vous touchez un point qui touche l'Afrique, vraiment l'Afrique. Vous dites que les gouvernants n'ont pas le moyen de contrôler, mais la présidence, oui. Mais au Congo, c'est un peu... On connaît les élections, il y a eu passation civilisée, selon le livre de Cheikh Fita, passation civilisée, je crois, sans coupérer. Mais est-ce que si le président actuel a beaucoup de moyens pour contrôler et qu'il se retrouve qu'il découvre que beaucoup d'argent, c'est l'ancien président qui détourne ça, ou il est au courant, parce que vous dites que même les gouvernants ne savent pas où... Je vous ai dit que le système, c'est un système où chacun se retrouve. Comme il n'y a pas de contrôle. Sauf la population. Sauf la population. Alors, pour renverser la tendance, si on doit revenir sur le passé, on ne construira jamais l'avenir. Mais si la présidence découvre que c'est l'ancien, c'est le circuit de l'ancien président qui détourne l'argent. Non, mais il y a, vous savez, on dit qu'on est dans un état de droit. Chacun doit répondre des actes qu'il aura posés. Si on veut avoir une démocratie, à moins que ce soit une démocrature, mais si on veut avoir une démocratie, il faut que tout le monde soit traité de la même manière devant la loi. Et là, il y a la question de la corruption. Ce n'est pas seulement le pouvoir exécutif, il y a aussi le pouvoir judiciaire.
Et le pouvoir judiciaire, ça englobe à la fois tout le corps. Il n'y a pas que les magistrats, il y a tous les auxiliaires de justice, y compris même des avocats. Parce que les avocats sont parfois des intermédiaires des juges pour prendre des décisions uniques. Et c'est connu. Mais il n'y a pas de sanction. Le problème, c'est que dans un pays où il n'y a pas de sanction, on ne peut pas construire l'avenir. Je reviendrai là-dessus, mais Baudouin a une question. Ouais. Et puis je vais rebondir vers la sanction. Professeur Bakandéja, moi j'ai remarqué que lorsqu'on est dans l'opposition, le Congolais a tendance à tenir un discours très progressiste, attaché au respect des droits de l'homme, un discours réformiste. Et dès qu'il arrive au pouvoir, le discours devient conformiste, voire conservateur. Vous avez été ministre sous Laurent Désiré Kabila. Vous avez été président du conseil d'administration à la Banque centrale. Vous parlez de gouvernance. On pourrait définir ça plus ou moins comme la manière de gouverner ou d'exercer le pouvoir. Oui. Qu'est-ce qui a changé si vous était demandé de jeter un regard critique entre 2001 à 2018 et 2018 à aujourd'hui? Bon. Un regard critique. Un regard critique. Oui. Entre 2001 et 2018, c'est qu'on a constaté... Est-ce que le pays était bien géré, bien gouverné? Non, je ne peux pas dire que le pays était bien gouverné. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de sanctions. Je vous dis, entre 1997 et 2001, tout le monde avait peur d'exercer les fonctions politiques, d'exercer les mandats publics. Parce qu'à l'époque, nous avons eu des ministres qui sont allés en prison. Et tout le monde se mettait au pas. Alors, après 2001, la tendance a été de laisser les choses évoluer. Et chacun s'est servi. Et puis, il y a eu tout ce qu'il y a eu comme guerre. Certains sont venus. Vous avez tous ces mouvements rebelles que vous connaissez. Chacun a pu gérer un espace. Et dans ces espaces-là, il n'y avait pas que de meilleure qualité de la gouvernance. Hein. On a aussi pillé, comme les autres. Et puis on s'est réconcilié. En se réconciliant, on s'est piégé. On s'est piégé parce que personne ne pouvait inquiéter l'autre. Alors si on est dans un pays où personne ne peut inquiéter l'autre, on ne pourra pas avancer. Alors l'essentiel, c'est de construire un système qui puisse contrôler même le président de la République lui-même, contrôler son cabinet, tout ce qu'il fait, contrôler les parlementaires, partout, contrôler les administrations. Ça, on peut mettre en place, et il y a des pays qui ont mis en place. Nous pouvons nous servir de beaucoup d'exemples. Vous avez des exemples ici en Belgique, vous avez des exemples au Canada, qui est d'ailleurs un pays qui a un système fédéral, vous avez des exemples en France. Donc, il y a toujours des systèmes d'intelligence qui permettent de contrôler les uns et les autres, et avec une justice véritablement indépendante dans la prise de décision. Oui. On peut réussir. Il suffit d'avoir la volonté et de s'entourer des hommes. Moi, je me rappelle, l'ancien président Kabila, à un certain moment, mais il avait dit qu'il cherchait des gens. Oui. Bon, je crois qu'il n'a pas trouvé ces gens-là. Jusqu'au moment où il est parti, et certains qui étaient avec lui, aujourd'hui, se retrouvent de l'autre côté, etc. Moi, je ne peux pas considérer les Congolais comme étant des vrais politiques, parce qu'ils ont le don de la transhumance. Quand ils peuvent changer à tout moment, et ils deviennent même plus loyalistes ou royalistes que le roi lui-même, et que ceux qu'ils ont trouvés. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit, ils n'ont pas d'esprit. Hein, ils jouent à cause de la pauvreté généralisée, et la pauvreté généralisée fait que les gens perdent les repères. Ok, professeur, je vais donner... Un regard critique, c'est vous dire le 24 janvier 2019 à ce jour. Le regard critique, c'est-à-dire il est 6 mois. C'était d'abord de 2001 à 2018. Donc, le regard critique de 2019 à ce jour, nous apprenons que
la qualité de la gouvernance pose aussi problème. Parce que les mêmes méthodes ne semblent pas avoir été changées. Et donc, pendant 6 mois, on a encore la possibilité de construire un système qui puisse éviter les erreurs du passé. Vous avez dit une phrase ici, ouais. S'il s'entoure des gens crédibles, le président Oui. Tshisekedi, vous voulez dire que ceux qui l'entourent actuellement ne sont pas crédibles? Non, je ne dis pas. S'ils s'entourent, les gens crédibles, ça veut dire s'ils s'entourent des personnalités qui peuvent se dépasser pour servir la nation et non pas se servir, les choses peuvent évoluer. Et ça, c'est une question de volonté et de caractère. Si il impulse une dynamique et que les gens ne suivent pas, il doit éviter de faire des sentiments. Vous n'êtes pas capable, vous ne remplissez pas les conditions pour gérer. On peut vous remercier. Ok, professeur, nous allons bientôt atterrir. Hein. J'ai relevé quelques mots clés sur lesquels je donnerai la conclusion, mais avant cela, donc, je donne les mots et puis Pasteur Bobo va répondre sur un point qu'il a dû sûrement remarquer. Il y a des mots clés que vous avez utilisés: info, sanction, prison, réconciliation, contrôle. Bon, voilà. On atterrira avec ces mots-là par rapport et redevabilité. Oui, tant mieux de d'ajouter une autre redevabilité. Donc, pour la conclusion, nous irons vers là en voyant le gouvernement actuel, enfin, le pouvoir actuel avec le gouvernement qui sortira, qui est majoritaire avec Kabila. Pasteur Bobo? Moi, c'est beaucoup plus les relations nord-sud. Oui. Parce qu'on nous cite toujours, on nous dit la bonne gouvernance, bonne gouvernance. Vous avez été témoin, vous avez travaillé, ministre, vous avez occupé beaucoup de fonctions, professeur d'université. À quel jeu jouent les Occidentaux? Où vont des milliards là, qui disparaissent? Ne craignez-vous pas que Tshisekedi aussi puisse tomber dans les panneaux? On puisse aussi lui dire que non, point, fermez là. Non, je ne crois pas. Vous savez, le système, les Européens, il faut savoir que dans les pays capitalistes, c'est la fructification du capital. Les Européens veulent bien fructifier leur capital, et puis vous les Africains, vous avez besoin d'argent. Alors comme ils ont déjà l'expérience malheureuse d'avoir été floués plusieurs fois, on saisit leurs biens, il n'y a pas d'indemnisation, et ça conduit au sous-développement en Afrique, ce qui fait qu'aujourd'hui, les Européens sont envahis par tous ces mouvements migratoires. Comment on peut résoudre ce problème? On peut résoudre ce problème par le co-investissement. Ça veut dire qu'il faut que dans les pays africains, on retrouve des Africains qui peuvent mobiliser aussi leurs fonds et travailler de concert avec les partenaires extérieurs, en créant des micro-entreprises. Ce co-investissement fera qu'on créera du travail pour les populations vont se retrouver, mais ceux qui amènent de l'argent se retrouveront aussi parce qu'ils sont dans le partenariat. C'est ce partenariat qu'on appelle le partenariat gagnant-gagnant. Donc on ne peut pas, puisqu'on n'a pas de ressources, contrairement à ce que les gens pensent, nous n'avons que de potentiel. Et pour développer ce potentiel, on a besoin d'argent. Et cet argent, c'est l'occidental, pour l'instant. Vous avez oublié de parler aussi des Chinois. Les Chinois, ce qu'ils ont fait en Afrique, je constate que c'est même pire que ce qu'on peut reprocher aux Européens. Donc, il y a moyen de construire des nouvelles relations de partenariat fondées sur le partage des intérêts financiers qui résulteraient d'une exploitation quelconque. Ça, on peut le faire. Aucun pays ne peut rester en vase clos. Et le Congo, maintenant, a besoin de ses partenaires extérieurs. Et ça, c'est très important pour développer ce qu'on appelle la diplomatie économique. Bien, merci beaucoup, professeur Bakandija. Ce n'était pas tellement facile d'avoir une ligne directrice par rapport à cette émission, avec vos multiples casquettes, mais on a vu que finalement, c'est un problème d'argent, c'est un problème d'éthique. Et aujourd'hui, nous avons un problème d'homme aussi. Aujourd'hui, nous avons un président qui est venu de l'opposition, qui malheureusement
ne contrôlent pas l'Assemblée nationale, même s'ils ont une coalition, une collaboration, peu importe, mais en réalité, la majeure partie, les hommes dont parle Baudouin, viennent du camp qui était au pouvoir. Et le gouvernement va sortir, on sait à quoi il va ressembler. Le 29 juillet. Oui, le lundi. Lui, les professeurs pour le dialogue constructif. Oui. Avec. Oui, voilà. Vous-même, vous avez dit ces histoires de réconciliation, il n'y a pas de sanctions. Les mêmes choses vont revenir. On a l'impression que les gens qui étaient avec Kabila, quelque part, il y aura une sorte de réconciliation. Quelque part, ils vont s'entendre, il n'y aura pas de sanctions. Quelle marge de manœuvre M. Tshisekedi aura avec ce gouvernement qui va sortir pour que, la corruption disparaisse et que l'argent ne s'évapore pas? Quelle marge de manœuvre aura-t-il pour que ceux qui volent soient punis? Parce que s'il n'y a pas de sanctions, dans 5 ans, on sera peut-être pire que maintenant. Bon, il y a 2 actions qu'il faut mener. Il y a l'action pédagogique qui passe par la sensibilisation pour que les gens changent leur cœur. Je vois, vous avez Pasteur Bobo, il y a beaucoup de criminels qui viennent vous voir et qui décident un jour qu'ils changent parce que Jésus-Christ est devenu leur sauveur. Comment on appelle ça? On a vu un moment aussi prier au Sénat. Bon, mais... Faire la prière. Oui, mais vous savez, lorsque vous allez dans les églises, dans les églises, il y a plus de pécheurs et des brigands que des gens normaux. Donc, il y a très peu qui peuvent sortir de l'église en se disant, voilà, je n'ai pas nui à autrui, j'ai respecté les commandements, etc. La plupart de ceux qui viennent, ce sont des problématiques. Donc, ce que le président peut faire dans un premier temps. Donc, je vous ai parlé de l'action pédagogique. Oui. Ensuite, il y a l'action pratique. L'action pratique, c'est de construire pour l'avenir, et les études peuvent être faites, un système de gouvernance économique et financière pour sauvegarder les intérêts du pays. Ce système-là, il peut le faire. Troisièmement, pour les ressources que nous avons, vous savez que nous avons des problèmes avec les opérateurs miniers. Ce sont des opérateurs miniers qui ont participé à certaines opérations de développement dans le pays, etc., et qui aujourd'hui sont en situation difficile. Il faut renégocier avec ces gens-là, comme on l'avait fait, en se servant d'ailleurs des exemples de la période de la colonisation, pour avoir des partenaires qui s'engageraient vraiment à développer le pays. Développer le pays comme l'ont fait les pouvoirs concédants. Vous savez, s'il n'y avait pas de pouvoirs concédants, le comité spécial du Katanga, le comité national du Kivu et la compagnie des chemins de fer du Congo, il n'y aurait pas de ville. Parce qu'aujourd'hui, là, ce sont ces compagnies-là qui ont construit des villes, qui ont construit des routes. Depuis que nous sommes indépendants, nous n'avons pas construit des routes, nous n'avons pas construit des pays, des villes. La seule ville que nous avons tenté de construire, c'est Mbuji-Mayi. Et c'est la capitale mondiale des érosions. Alors qu'il y a beaucoup de ressources qui sortent de ce sol. Vous allez en même temps à Chikapa, où il y avait l'union minière. C'est toujours des érosions. Quand vous allez ailleurs, à l'Équateur, l'ex-province de l'Équateur, qui était une province agricole très riche, qui a produit le caoutchouc, etc., le cacao, etc. Mais si vous allez à l'Équateur, dans cette grande province-là, et une partie de la province orientale, les cacaos sont disputés entre les hommes et les gorilles des montagnes et les chimpanzés qui sont là. Hein? Donc vous voyez que tout ça a été abandonné, le café, etc. Un pays se construit par le travail et l'efficacité productive de l'ensemble de ses citoyens. Il faut que tous les acteurs politiques, les acteurs sociaux, comprennent que pour avoir un pays prospère demain, respecté en Afrique, il faut qu'ils changent de comportement. Ok. Une dernière question, Baudouin? Oui, moi, je fais un petit retour en arrière. Ça fait 6 mois que l'actuel chef de l'État est investi.
il n'y a pas de gouvernement. En dépit de l'annonce qui est faite le 29 juillet, ce n'est pas la première fois qu'on annonce qu'il y aura bientôt le gouvernement. Comment, vous, en tant que professeur de droit économique et quelqu'un qui a des connaissances politiques, 6 mois sans gouvernement dans un pays qui n'a pas une administration efficace, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est déjà... vous voyez que dans les 6 mois, la tâche n'a pas été facile parce que il n'est pas normal que dans un pays, on voit un chef d'État aller contrôler les travaux sur la route. On voit un chef d'État qui va aller contrôler les policiers. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut construire l'administration, c'est-à-dire qu'il faut reformer l'administration congolaise, parce que vous voyez, les avancements en grade, le recrutement pose aussi un problème. Vous savez que notre administration est composée à majorité des militants des partis politiques. Le président Mobutu nous avait mis tous ces danseurs des groupes Kaké qui étaient dans les administrations. Mais il y a d'autres danseurs des groupes Kaké qui sont là maintenant. C'est-à-dire que chaque ministre qui vient, il engage son village. Les gens n'ont pas d'expérience. Les comptables publics n'existent pas. Chacun amène son comptable. Il faut mettre fin à ce désordre-là. Et c'est à partir du moment où on mettra fin à ce désordre, ça va faire mal. Les gens vont critiquer, mais c'est à partir des critiques, suivies des sanctions, que les gens auront peur du gendarme. Et s'il y a un bon gendarme, les choses vont se redresser progressivement. Contrairement à ce que les gens pensent, parce qu'on voit toujours des discours, les parlementaires, leur rôle, ce n'est pas de gérer l'État. Hein. Les parlementaires ont pour rôle de voter les lois, de contrôler le gouvernement dans la réalisation de différentes actions. Mais le Congo, les parlementaires sont devenus des fonctionnaires. Donc, au Parlement, on vient pour servir pendant un temps, on doit avoir un métier. On ne peut pas, du lundi jusqu'à samedi, allez, je vais au Parlement. Non, vous allez travailler et vous irez au Parlement, certainement l'après-midi, pour contribuer. Il faut que les gens, qu'on revienne à ces habitudes-là, qu'on retrouve dans d'autres pays, pour que la politique ne soit pas, ou les mandats publics ne soient pas des professions pour certaines personnes. Ce sont ces accoutumances et habitudes qui font que les gens se retrouvent et puis le désordre continue. Bien, merci beaucoup professeur Bakandija. C'était pratiquement une sorte de bâton rompu parce que nous avons dû aborder malgré nous plusieurs thèmes. Et donc pour permettre à ceux qui nous ont suivis de retenir l'essentiel de ça, nous avons d'abord profité du fait qu'un ouvrage va être publié et cet ouvrage reprend un peu ce qu'a été votre parcours, c'est d'autres universitaires, d'autres intellectuels du monde qui l'ont fait et c'était l'occasion pour nous de vous faire un peu parler parce que vous ne parlez pas beaucoup et de vous faire parler, de lire un peu ensemble le pays et nous avons retenu ceci que il y a des changements profonds qui doivent se faire dans la mentalité des gens. Il doit y avoir des contrôles, il doit y avoir des sanctions, on doit remettre l'administration. Eh bien, les messages est allé indirectement à celui qui est donc le garant de la nation, qui est l'actuel président. Et malheureusement, nous le disons haut et fort, il n'a pas les mains libres parce que le personnel avec lequel il va travailler, c'est un personnel qui n'est pas habitué à ça. C'est un personnel qui n'est pas habitué au travail. C'est un personnel qui considère la politique comme un job, alors que c'est un service à la nation. Et donc, voilà, si vous avez peut-être un dernier mot par rapport, en une minute, par rapport à tous ceux dont on a parlé, qui pourraient être profitables et à l'État et à nos compatriotes qui nous suivent. Non, il faut toujours garder l'espoir. Il faut éviter le sensationnel et puis utiliser le cœur. Là, il faut réfléchir. Et penser, construire un État solide que nous allons laisser
à la progéniture. Il ne faut pas que nos enfants nous reprochent d'avoir été tous des idiots. C'est dit et c'est bien dit. Professeur Bakandeja, Congo indépendant, micro de Pasteur Bobo, Info en ligne de Congolais et de Belgique, vous remercie de vous être livré à cet exercice. Madame, messieurs, c'était un plaisir pour nous d'être reçus chez vous. Et nous vous remercions et nous remercions plus particulièrement notre réalisateur Gérard Kanabassao qui est derrière les caméras, parce qu'il y a plusieurs caméras qui tournent en ce moment. Et donc nous vous fixons rendez-vous à une prochaine occasion, quoique avec le changement de régime au pays, les acteurs politiques seront plus au pays qu'ici, et bien nous nous contenterons de ceux qui passeront par ici pour pouvoir les recevoir comme on l'a fait. Encore une fois, merci professeur Bakandeja, merci Bodo Ambawechi, merci Pasteur Bobo, merci Gérard Kanabassao, et à vous aussi, grand merci et à la prochaine.